Bonjour à tous, la petite histoire du jeu de rôle, épisode numéro 17. Aujourd'hui, ça concerne un jeu de rôle culte et ça fait longtemps que nous avons pas produit, n'est-ce pas Romain? C'est le Romain? Eh oui, salut Farid, ça faisait presque 2 ans Deux qu'on ans, s'était pas vu et bon ben c'est bien de reprendre avec effectivement, comme tu le dis, un des jeux les plus cultes. et obligé, hein, parce qu'avec toutes les demandes qu'on a eues, au Oui, grand désespoir de beaucoup, voilà. nous sommes là. Et nous ne sommes plus seulement deux. On est trois avec Stéphane Sabourin, que vous connaissez déjà dans le milieu du jeu de rôle, mais pas que, hein, d'ailleurs. Stéphane, illustrateur, c'est Stéphane. Salut Stéphane. Bonjour Farid, bonjour Romain. Merci de m'accueillir. Il n'y a pas de souci, bah, t'habites pas Avec loin, hein, plaisir. Exactement en plus. à deux pâtés de maison. Alors, épisode numéro 17. Aujourd'hui, nous allons parler de... Tadam, vous avez vu déjà peut-être Call L'appel of de Cthulhu. Call of Cthulhu. Voilà, Alors, 1981. eh ben, ça remonte à loin, hein, 43 ans. Voilà, 42. 42 ans de ce jeu de rôle qui, à l'instar de D&D, ou plutôt à côté de Donjons et Dragons, est sans doute le deuxième jeu de rôle le plus connu au monde, voire même le plus pratiqué, je crois, au monde, et dans certaines parties du monde, même davantage pratiqué encore que l'appel de Cthulhu, notamment chez nous, En en France, France, parce on que adore Lovecraft en France. on adore Lovecraft et le concepteur du jeu lui-même est un des concepteurs du jeu dont nous allons parler un petit peu, Sandy Peterson, est francophile. Et il a même toujours dit, cela avait été relayé dans un article du magazine Casus Belli à l'époque, en lançant une petite pointe contre ses concitoyens américains, il avait même dit que seuls les Français avaient réellement compris comment on devait jouer à l'appel de Cthulhu. Alors, un petit peu de chauvinisme, hein, peut-être. Et comme c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour, ça n'était pas de la méchanceté de sa part, mais néanmoins, il y a peut-être une partie de vrai, parce que le rapport de la France, et je dirais de l'histoire culturelle française avec Howard Philip Lovecraft, parce qu'il faut bien le nommer, l'auteur américain né en 1890 et mort en 1937, qui est qu'on ne présente plus, eh bien a toujours eu a toujours exercé, pardon, une fascination en France, et il n'est donc pas anormal ni surprenant que le jeu de rôle adapté de ces œuvres, des mondes de Lovecraft, c'est le sous-titre du jeu, hein, c'est des aventures dans les mondes de Lovecraft. Pas étonnant que cela ait suscité un tel enthousiasme, un tel engouement chez nous. Alors, tout l'univers qui est autour de Lovecraft, à l'époque, il y a 42 ans, n'était pas tombé encore dans le domaine public. Exact. Alors qu'aujourd'hui, on voit plein d'œuvres fleurir, d'œuvres ludiques fleurir autour de son univers. À l'époque, ça a dû être une difficulté quand même. Très difficile. Il y a eu des problèmes de droit, bien sûr, qui sont... alors, on va pas embêter toutes les personnes qui nous regardent avec ces arguties juridiques et tout cela, mais effectivement, la gestion des droits de Lovecraft, des ayants droit, comme on dit, qui dès la mort de Lovecraft, ça ne date pas des années 80 au moment où ils ont voulu faire le jeu de rôle, mais dès la fin des années 30, bon, c'était Auguste Derleth, entre autres, qui s'en est occupé, mais il y a eu de très nombreuses zones de flou, de problèmes. On peut peut-être citer une anecdote assez célèbre, celle justement de TSR et de Gary Gygax, qui avait publié dans la première édition de son supplément Deities and Demigods, il y avait les caractéristiques des dieux du panthéon Lovecraftien. Et il l'avait fait, disons, en contournant un peu le droit. On était dans une zone plus ou moins de flou, où Chaosium s'attendait au moins à ce qu'on leur dise merci, à ce qu'il y ait une reconnaissance de leur existence, parce que la société Chaosium existait déjà. Bon, tout cela a conduit les imbroglios de droit ont conduit Gygax et TSR à supprimer la partie cthulesque, si je puis dire, du Deities and Demigods, qui utilisait d'ailleurs aussi, mais on va pas trop anticiper sur cet épisode-là, qui utilisait aussi le panthéon de Michael Moorcock.
Eh bien, ça a été supprimé et une nouvelle édition expurgée, on va dire, était parue. Donc oui, les problèmes de droit avec l'appel de Cthulhu, c'était une réalité dans les années 80. Aujourd'hui, on peut faire un peu ce qu'on veut finalement. À On partir le du voit moment où bien, on hein. n'utilise pas le système de jeu préexistant, on peut faire ce qu'on veut. Alors justement, Ah, premier voilà. chapitre système de règles, dont je ne suis, je l'avoue, pas très fan, On en a mais parlé déjà. ouais, qui a le mérite d'exister et qui a été utilisé, on en a parlé pour le chapitre RunQuest. RuneQuest, absolument, qui est d'ailleurs le premier jeu à l'avoir utilisé Ok. avant l'appel de Cthulhu. Et on Alors, parle du basic role-playing. Exactement, le petit fascicule que tu tiens là, Mm. le voici avec ce petit dragon bleu. Alors c'est tout petit, hein. Ça fait 14 pages, 15 pages, et encore il y a des pages au milieu de schémas. Donc et si on enlève les exemples et tout, c'est très succinct. En 10 pages, vous avez un des systèmes les plus simples de l'histoire du jeu de rôle, il faut le dire. Hein. La publicité au dos nous disait en 30 minutes vous savez jouer, ce qui est tout à fait réaliste. Il a été écrit par Greg Stafford, dont nous avons beaucoup parlé, le designer de RuneQuest, enfin le même, je dirais, le cerveau de RuneQuest, le créateur de l'univers, et Lynn Willis, qui est décédé de la maladie de Parkinson il y a tout juste 10 ans, et qui a été un des acteurs les plus monumentaux de Chaosium. Il est notamment un des concepteurs de la très célèbre campagne Les Masques de Nyarlathotep. Et il a eu droit à son apparition en tant que écrivain du mythe sous l'anagramme du professeur Isin Wills dans certains scénarios de l'appel de Cthulhu. Et si je cite ça, c'est pour rappeler que le créateur de l'appel de Cthulhu, Sandy Peterson, son vrai nom, c'est Carl Sanford Jocelyn Peterson. Rien que ça. Et Carl Sanford, pour ceux qui connaissent l'appel de Cthulhu, je vais éviter les spoilers, il y a un personnage non joueur, un personnage qui apparaît dans 2 très célèbres campagnes de l'appel de Cthulhu et qui se nomme Carl Stanford. Donc c'était encore, on dirait aujourd'hui, un Easter egg. C'est bientôt Pâques. C'était une petite plaisanterie parce que peut-être faudrait-il aborder. Nous avons déjà beaucoup parlé du système à pourcentage, on le rappelle. Hein, on lance, simple et logique. Exactement. Voire peut-être trop logique, mais voilà, bon. on lance 2d10. On doit faire moins que la compétence. Ça, ce n'est pas la question. Peut-être faudrait-il évoquer, et c'est pour ça que je parlais un peu de ces petits traits d'humour contenus dans l'appel de Cthulhu des origines, du moins. Il y a eu 7 éditions, hein. On en est depuis 2014 à la 7e, mais là nous parlons principalement de la première édition et des 2 autres qui ont suivi très vite. Hein. En gros, la première moitié des années 80, voilà, contiennent 3 éditions et leurs suppléments. Il y avait un aspect un peu satirique, parodique, comique, qui était sous-jacent. Ce n'était pas l'ADN du jeu, ça reste un jeu fantastique d'horreur, mais il y avait une sorte de, on ne va pas dire de déclaration de guerre, le mot serait faux et beaucoup trop dramatique, mais un petit affrontement qui était lancé, un camp qui s'est formé face à Advanced Dungeons and Dragons, face à l'univers Donjons et Dragons. En gros, d'un coup, on a eu les faiseurs de Dungeon Crawl, les joueurs de donjons, les gros billes, on en a déjà parlé aussi de l'origine de cette expression, et de l'autre côté, un jeu qui proposait quelque chose d'un peu plus cérébral, des enquêtes. D'ailleurs, les personnages s'appellent des investigateurs à l'appel de Cthulhu, et ça n'a jamais changé. Le maître de jeu est lui-même présenté comme le gardien des secrets, on l'appelle le gardien des arcanes, dans le jargon et le vocabulaire du jeu. Et d'un coup, on a découvert que il pouvait y avoir des jeux d'enquête, et surtout dans lesquels le personnage que l'on joue est d'une faiblesse ridicule, voire infinitésimale, face à la puissance cosmique et démesurée des entités du mythe de Cthulhu, qui sont des quasi-dieux ou assimilés à des dieux, et dont l'action dépasse de très loin les possibilités, les capacités, même l'espoir, disons-le, de l'espèce humaine. Et le jeu avait donné, cette impression de plonger les joueurs dans un univers un peu désespéré et dans lequel leurs personnages, contrairement à D&D où les personnages sont, disons-le, quasiment immortels, la preuve, on peut ressusciter, on peut même ressusciter à partir de rien dans Donjons et Dragons. Mais là, le rien, c'est déjà la vie. Enfin, c'est-à-dire que on est déjà dans le rien au début, on n'est rien,
on perd assez facilement son personnage et quelque chose qui aujourd'hui est reconnu comme un défaut des origines. Les premiers scénarios, les premières campagnes étaient ce qu'on appelle aujourd'hui dans le langage du jeu vidéo, par exemple, des TPK, hein, Total Les Party PNJ. Kill, voilà. C'était fait pour éliminer des tables de joueurs dans une sorte de relation un peu sadomasochiste. Alors, est-ce que c'était pas, avec le justement, maître de jeu. comme tu dis, est-ce que c'était pas fait exprès? Parce que dans Donjons et Dragons, tout est centré autour des personnages, l'évolution des personnages, l'importance des personnages. Et là, on a plutôt un recentrage autour d'une intrigue. Et les personnages des joueurs, attention, pas du maître de jeu, des joueurs, sûr. bah, sont secondaires finalement. On peut mourir, bah, c'est pas grave, Oui. on mourrait. C'est prévu de toute façon. D'autant plus que on ne joue pas à l'origine. Hein. Quand on joue dans ce qu'on appelle dans les éditions récentes le mode Lovecraftien, c'est le nom qu'on a donné à ce à quoi ressemblait le jeu aux origines. Eh bien, on joue des personnages qui sont de vénérables professeurs ou des dilettantes ou des chercheurs qui n'ont pas forcément, ne sont pas forcément vaillants physiquement, mais le sont intellectuellement et culturellement. Et par conséquent, dès que ça chauffe un peu, bon ben, ça signe souvent leur fin, à l'instar de ce qu'on trouve dans les nouvelles et courts romans de Lovecraft, où ces personnages ne sont pas vraiment des héros, sont souvent corrompus, fous, ou carrément font partie de ce qu'on appelle les mythes de Cthulhu, les mythes de Lovecraft. Voilà. Ah, et je viens d'avoir une illumination. Vas-y. Je suis en train de me dire si, je suis en train de me dire si les auteurs de Paranoia étaient des joueurs de Cthulhu, qu'on avait marre de mourir et qu'on créait des clones. Il fallait peut-être des clones dans l'appel de Cthulhu. Bon, c'était une parenthèse. Hein. C'est vrai que pourquoi pas. Non, mais écoute, de toute façon, l'ordinateur de Paranoia, je pense qu'on en fera une émission aussi. C'est avant Cthulhu, en fait. Oui, c'est une forme de grand ancien aussi. Hein. Mais on en reparlera. Voilà. Et donc, dans la boîte d'origine de l'appel de Cthulhu, là, je vous montre la boîte de la deuxième édition anglaise, qui a la particularité, comme elle est anglaise, et comme vous le voyez ici, d'avoir le logo du célèbre studio, mais la célèbre entreprise Games Workshop, qui publiait du jeu de rôle, qui en faisait même des originaux. Et quand on ouvre la boîte, on trouve bien sûr dans le livre de règles d'origine les caractéristiques des monstres et des dieux. Et là, je me suis toujours demandé, alors peut-être avec le recul, s'il n'y avait pas tout de même une intention un peu humoristique de parodier le Monster Manual. De le parodier, pourquoi? Parce que le Monster Manual de Donjons et Dragons, ou de la version avancée de Donjons et Dragons, tous les joueurs le savent, c'est une réserve d'XP, d'expérience. Les monstres sont faits pour être en quelque sorte éliminés, éradiqués, on est bien d'accord. Et là, d'un coup, dans le manuel des monstres de Cthulhu, on découvre des créatures qui, de toute façon, sont insensibles à l'armement terrestre. Même quand on les tue, elles reviennent. Et certains petits détails dans les caractéristiques, c'est-à-dire dans la fiche de caractéristiques des monstres, sont savoureux quand vous voyez des monstres auxquels on va donner une compétence, par exemple de 70 ou 80%, mais dans le résultat en combat, au lieu de vous marquer un score de dégâts, il y a marqué mort ou mort automatique, ce qui est une façon de tirer la langue de façon plaisante aux joueurs de DD pour qui le mot mort n'est qu'un jet de sauvegarde parmi tant d'autres et même c'est un état duquel ils peuvent revenir. Et je crois qu'il y avait cette dimension. Elle est même signalée d'ailleurs dans certains scénarios. Je me rappelle par exemple dans le supplément qui s'appelle L'asile d'aliénés et autres contes, The Asylum and Other Tales, qui date des années 80 aussi, d'un scénario, le Mauritania, qui était une espèce d'enquête. Alors d'ailleurs, ceux qui connaissent ce scénario savent que ça partait dans tous les sens. Il y avait tellement de dangers sur le Mauritania que d'un coup ça devenait le nexus des forces du mythe sur la planète. Et au début de ce scénario, il y avait des petites piques envoyées à ceux qui aiment le dungeon crawl, parce qu'en gros le Mauritania c'est un donjon. Hein. Et il y avait des petites piques envoyées comme ça, y compris dans les premiers suppléments comme Fragments of Fear, fragments d'épouvante en français, et dans lequel on sentait qu'il y avait l'intention de faire de ce qui normalement est un supplément de règles, c'est-à-dire qui apporte de la puissance supplémentaire aux joueurs, de faire au contraire
d'apporter au contraire des éléments qui allaient encore diminuer le taux de survie des investigateurs. Donc tout cela était assez plaisant et je crois que il y avait autant dans la pratique du jeu que dans son écriture cette petite guéguerre gentille entre ceux qui jouent à des dés et ceux qui jouent à l'appel de Cthulhu. Je vois que tu regardes les dés qui sont dans la boîte. Des originaux? Ce sont les dés d'origine. Alors, vous savez, c'est des dés. Vous voyez peut-être pas les faces, c'est normal. Elles sont elles sont creusées dans le dé et on pouvait les repasser à la peinture ou feutre. Et s'en mettre plein des doigts. Ouais. Voilà. Et vous remarquez peut-être ces dés. Vous voyez du D8, vous voyez un 3D6 avec lesquels on tirait les caractéristiques, et vous voyez 2 D20. Et alors vous allez dire, c'est curieux. Un jeu à pourcentage, il n'y a pas de D10. Eh bien oui, pendant quelques années, il me semble qu'on avait peut-être évoqué quand on parlait de RuneQuest, je ne sais plus, mais là vous en avez la preuve avec les dés d'origine, il n'y avait pas de D10, on faisait, les pourcentages avec des petits D20, ils sont tout petits ces D20, et on faisait les scores de pourcentage avec. Les dés à 10 faces, les dés polyédriques à 10 faces, n'ont pas été, dès le début de l'ère du jeu de rôle, disponibles dans les boutiques spécialisées. Ça se voit dans les catalogues de l'époque, les petits feuillets qu'on trouvait. Tu trouves la liste de tous les dés, D4, D6, D8, D20, Et pas de et il n'y a pas de D10. Et c'est pour ça que, à l'origine, on utilisait des D20 pour faire les pourcentages. Ils sont arrivés très vite. D'ailleurs, je pense que dès 82 ou 83, il y en avait, mais en 80, il n'y en avait pas. On le voit, ça va de 0 à 9, donc 2 fois multiplié par 2. Voilà. Il y a pas ça va pas de 11 Exactement, à 10 oui, oui. à 20. Ce sont des D20, mais qui ne sont évidemment pas notés un à 20. Oui, comme tu le fais remarquer. Les moules de D10, ça coûtait trop cher. Sachant qu'un dé à 100 faces ou un dé pourcentage, couramment, on pratique avec 2 dés à 10 faces. Un dé qui fait les unités, qui donne un résultat d'unité, et un dé qui donne un résultat de dizaines. Merci pour la précision, Romain. Et merci à toi. Et l'édition américaine a été très vite suivie, comme je vous l'ai montré avec la grosse boîte noire là, de l'édition anglaise. On peut peut-être signaler comme ça en passant 2-3 suppléments inédits, c'est-à-dire qui n'étaient pas seulement de la distribution anglaise, mais qui étaient de la création de Games Workshop de l'époque, des suppléments comme le supplément sur l'Angleterre, Green and Pleasant Land, ou encore des modules, des scénarios très peu connus, méconnus, comme Cauchemar en Norvège de Games Workshop, je connaissais pas celui-là. ou encore A Trail of the Loathsome Slime, voilà, qui datent donc du milieu des années 80. Et l'appel de Cthulhu qui a été diffusé en Angleterre donc par Games Workshop. Ils ont écrit certains suppléments donc pour l'appel de Cthulhu et il n'y a pas que Games Workshop. Avant de parler de la France, il faut aussi signaler un autre éditeur, mais qui était aussi traduit en français, qui est Tome, T-O-M-E, Theater of the Mind Enterprise, qui ont écrit des scénarios comme Glosel est authentique, en français dans le texte. Hein. Glosel est authentique, c'est une célèbre affaire de supercherie archéologique pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire des tablettes de Glosel, ou encore Murmure des profondeurs, ou encore Terreur sur Arkham, qui sont des scénarios et qui tous, alors pas ceux que j'ai montrés de Games Workshop, mais ceux de Tome et ceux de Chaosium qui ont été traduits par l'éditeur Descartes en français dès 84, je crois. Oui, 84, Jean Balcezac. 1984, voilà, avec Balcezac, qui d'ailleurs était non seulement traducteur du jeu de rôle, mais qui a aussi traduit Lovecraft lui-même. Il a aussi traduit, par exemple, la nouvelle L'Appel de Cthulhu. Il en a fourni une traduction. Alors aujourd'hui, on est arrivé à un stade beaucoup plus, je dirais, normalisé et universitairement reconnu de Lovecraft. Il faut bien savoir que dans les années 80, ce genre de littérature passait malheureusement encore pour de la sous-littérature. Il n'avait peut-être pas encore une reconnaissance intellectuelle et culturelle à la hauteur qu'il mérite de Lovecraft, et les traductions c'était le même cas pour Tolkien d'ailleurs, des traductions assez fautives, pleines de contresens, non seulement sur l'œuvre de Lovecraft, mais sur le personnage de Lovecraft lui-même.
Et donc là, Alors, je me permets, oui, Romain, je me permets de faire une parenthèse à ce sujet. Aujourd'hui, la référence littéraire concernant Lovecraft en France, c'est David Camus. voilà, David Camus, je lui fais un petit coucou. On a été collègues, on s'est eu au téléphone il n'y a pas longtemps. Il est en Pologne maintenant. Et David Camus a repris toute l'œuvre de Lovecraft, a retraduit pour Mnemos. voilà. Et d'ailleurs, c'est peut-être pas C'est une fini édition encore. magnifique. Donc voilà, un petit coucou à David. Qu'on ne peut que conseiller, hein, si vous voulez une traduction, comme on dit un peu la traduction ultime, eh bien prenez la traduction de Camus, elle est, euh, elle est absolument superbe. Une des premières étapes avait été celle disponible dans la collection bouquins, mais celle-ci a le mérite d'être éminemment littéraire et très proche du texte source. C'est voilà. Donc l'appel de Cthulhu en français et on le disait. 84, non? Voilà, 84. Et l'appel de Cthulhu en français, on a dit tout à l'heure, la France a un rapport un peu particulier et justement, il y a eu des suppléments originaux français et notamment un des plus célèbres de l'histoire du jeu de rôle, c'est celui-ci. Cette remarquable boîte bien remplie de 1988, alors on a un peu quand même avancé dans le temps, hein, Les Années Folles, qui est un supplément avec une préface de Sandy Peterson, et dans lequel il exprime son admiration à la fois pour notre pays et pour notre sensibilité à Lovecraft et à je dirais, à la thématique de son jeu. Et c'est d'ailleurs encore la famille Balcezac qui s'y est collée, puisque c'est Dominique Balcezac qui rédige en grande partie Les Années Folles. Dans la famille, on a encore Jean et Henri qui ont participé à cette magnifique boîte de jeux, donc qui est française et qui, à ma connaissance, n'a jamais été traduite en anglais d'ailleurs, ce qui fait que de nombreux locuteurs anglophones se l'arrachent malgré tout, parce que c'est effectivement un des produits les plus remarquables qu'il y ait eu dans l'histoire de ce jeu. Je me demande si c'est les dés d'origine, je suis pas sûr. Hein. En tout cas, il y a des dés 20. Alors, si, moi je reconnais. Alors, ça, je peux te dire, ça, c'est des dés d'origine, je les reconnais. Hein. J'en suis quasiment certain. Ce sont des dés d'origine de la boîte de l'appel de Cthulhu en français. Et tu sais que c'est mon premier jeu de rôle officiel, non emprunté, non photocopié à mes camarades, que mon père m'a offert pour Noël à l'époque, en 84, ça se trouve. Eh bien, c'est mon premier jeu de rôle officiel. C'est un beau cadeau parce que à l'époque, il faut quand même le reconnaître, il y a un aspect qu'il faut évoquer, c'est cet aspect historique du jeu, puisque qui était déjà présent avec ce petit guide des années 20, dont les anciens se souviennent parce que il y avait le dirigeable le plan du dirigeable en couverture et le jeu était extraordinaire parce que il y avait cet aspect, comment dire, réaliste ou qui donnait de la vraisemblance aux aventures. On était plongé dans une réalité, celle des années 20. Moi-même, quand j'ai découvert le jeu, ça n'est pas mon premier jeu de rôle, mais je l'ai découvert très tôt. Je l'ai découvert, je crois, en 1986, 85 ou 86. Et ce jeu avait une, comment dire, presque des vertus, je dirais, pédagogiques ou didactiques, dans le sens où, à titre personnel, par exemple, j'ai énormément appris sur l'Amérique des années 20, des années folles, en lisant l'appel de Cthulhu. Et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'aux éditions récentes, chacun pourra l'apprécier avec des suppléments innombrables, enfin pas innombrables, mais très nombreux qui sont sortis depuis. Cette richesse culturelle avec des zones entières de la planète ou de l'histoire qui sont couvertes, puisqu'aujourd'hui nous avons du Cthulhu à l'époque romaine, du Cthulhu au Far West, du Cthulhu récemment sorti à l'époque de la Régence anglaise, Seconde Guerre mondiale. Seconde Guerre mondiale. Cthulhu. Voilà, on a tout. Oui, un très très bon jeu récemment ressorti Modifus. le système de D20 chez Modifus, oui, Arkham Cthulhu, où non seulement vous avez les mythes de Cthulhu, mais en plus vous avez des nazis. Faites votre choix, c'est toujours sympathique de renvoyer les deux en enfer, et c'est-à-dire d'où ils viennent en quelque sorte. Et cet aspect culturel est essentiel. C'est peut-être ça aussi qui a plu.
il y avait Attends, tiens, une question. Tu veux Oui. que je te piège là? Je vais te Vas-y, piéger. vas-y, Le piège-moi. prix d'une chambre d'hôtel à New York en 1923. Alors ça, je ne sais pas, mais c'était En cents. ça faisait partie des petits côtés plaisants, ces listes de prix interminables, ou alors les kilométrages de distance, le temps de trajet en avion, en bateau ou en voiture, de tel endroit à tel endroit. C'est resté d'ailleurs encore aujourd'hui dans ce qu'on peut lire. Et puis il y a même eu une célèbre campagne qui joue entièrement sur un moyen de transport, c'est l'Orient Express. Horreur sur l'Orient Express, qui est une campagne là aussi qui a connu plusieurs éditions et qui utilisait carrément un moyen de transport comme lieu de l'aventure. Et donc cet aspect culturel, voyage, on est sur tous les continents, a très vite donné un aspect. Tout à l'heure, je parlais du mode de jeu Lovecraftien, mais on en est sorti très vite finalement, parce que disons-le, ça n'est pas peut-être, on peut pas le tenir sur la longueur, ou alors ça peut vite être répétitif. Il faut quand même varier les choses. Et on est très vite arrivé à un mode de jeu qui est un peu plus, comme on dit, pulp, un peu plus dans le style de ces aventures pulp. À la Indiana Jones. Voilà, qu'on pouvait lire dans les magazines comme Weird Tales, où Lovecraft a fait ses armes d'ailleurs lui-même. Et une campagne comme Les Masques de Nyarlathotep est davantage une campagne pulp qu'une campagne Lovecraftienne au sens strict du terme, où des universitaires apeurés vont aller fouiller des vieux livres moisis au fond d'une cave, parce que le vieil oncle d'un des investigateurs est mort et lui a laissé un héritage inquiétant, ce qui est je dirais un trope, un lieu commun du scénario cthulien. Et très vite, on est arrivé à ce côté pulp. D'ailleurs, il y a très peu d'années, là, très peu de temps, en 7e édition, il y a carrément un livre de règles, je dirais pas alternatif, mais qui complète, enfin si, un peu alternatif, qui s'appelle Pulp Cthulhu, qui a été traduit récemment d'ailleurs en français, qui est remarquable et qui en plus, historiquement, place l'appel de Cthulhu dans les années 30, parce que c'est vrai que le pulp, c'est l'avantage des années 30. Mais ils avaient déjà touché aux années 30, avec la campagne Beyond the Mountains of Madness, par-delà les montagnes de la folie, qui se déroule en 1931, 33, enfin début Grosse des années campagne. 30. Oui. Ah ben oui, d'ailleurs, à tous les sens du terme. Et mais peut-être que un jour nous ferons une émission davantage centrée sur les grands suppléments de l'histoire du jeu de rôle, donc on va pas détailler tous les On fera une émission à thème. Voilà. Je pense que le Cthulhu, Lovecraft mérite quelque chose. Il y a une telle multitude d'occurrences de l'appel de Cthulhu, et puis comme tu évoquais les problèmes de droit tout à l'heure, mais oui, c'est tombé dans le domaine public, et donc d'autres jeux, d'autres systèmes se sont emparés de Lovecraft. Par exemple, je pense à Trail of Cthulhu, le système Gumshoe de Pelgrane édition, ou encore Hack Cthulhu. Oui, Cthulhu Hack, Il porte bien son nom. qui aujourd'hui est traduit et je dirais même magnifié par l'éditeur français de Cthulhu Hack, parce que il y a des créations françaises comme les Encagés de Tristan l'Homme ou La Ville jaune, qui sont des campagnes magnifiques et qui sont encore une fois de production française. J'insiste, c'est pas pour faire du chauvinisme de bas étage, mais c'est pour dire qu'il y a vraiment un rapport particulier de l'appel de Cthulhu. D'ailleurs, Tristan l'Homme, on peut dire que c'est un peu la référence scénaristique. Bien sûr. Dans le jeu de rôle, mais même particulièrement aux éditions Sans Détour, il a même eu droit à un coffret de scénario qui s'appelle, le jeu de mots est plaisant, Le Musée de l'Homme, et qui est une boîte magnifique qui chez Sans Détour. Voilà, chez Sans Détour, qui a été l'éditeur de la 6e édition. Et qui éditeur qui a aussi donné ses lettres de noblesse en termes de qualité d'édition, parce qu'on a souvent reproché à Chaosium d'avoir des illustrateurs pas terribles, pas toujours, et d'avoir une mise en page assez amateur. D'ailleurs, cet amateurisme, cet amateurisme latent est caractéristique de l'époque. Ceux qui connaissent, je ne dirai rien bien entendu sur la campagne pour ne pas gâcher le plaisir des joueurs, mais la célèbre campagne des Masques de Nyarlathotep, il faut savoir que dans son édition de 84 originelle, elle est pas complète. Il y a pas vraiment de début, ou alors ça démarre tellement vite que bon, il n'y a pas vraiment de mise en contexte. Il n'y a pas vraiment de fin, on sait pas vraiment où ça finit, et il manque un chapitre entier qui n'a été publié que plus tard dans un autre supplément.
Donc il y avait ce côté un peu produit peut-être pas complètement fini, mais ça faisait rêver à l'époque parce que il y avait une imagerie, un imaginaire pardon tellement nouveau, tellement inhabituel, qui sortait tellement des cadres de Donjons et Dragons. C'est pas des jugements de valeur, hein, c'est pas pour critiquer Donjons et Dragons, mais on proposait autre chose. On proposait un autre cadre de jeu, on proposait un autre imaginaire, et c'est ce qui fait que ce jeu s'est imposé même dans certaines régions du monde. Par exemple, il faut savoir qu'au Japon, encore aujourd'hui, on joue beaucoup plus à l'appel de Cthulhu qu'à Donjons et Dragons. C'est un des pays dans lequel ce jeu conserve une grande aura. Et alors, je parlais des créations originales. Alors, attends, juste oui. préciser, les masques de Nyarlathotep, la campagne, c'est une des quelques demi-dizaines de campagnes cultes des jeux de rôle, tous jeux de rôle confondus, avec la campagne impériale à Warhammer et puis d'autres, etc. Sûr. Donc voilà, c'était pour préciser. Bien sûr. Et d'ailleurs, concernant, comme je disais, les créations originales, alors bien sûr, il y a eu la France, mais il y a eu aussi l'Espagne, qui a fait des suppléments originaux, qui l'a traduit, notamment. Je vais montrer quelque chose là d'un peu particulier. C'est une curiosité dans l'histoire éditoriale de la Cthulhu. On est en 1985 et paraît en anglais ce livre, Alone Against the Dark, qui a été récemment réédité en 7e édition. C'est un solo adventure, donc c'est un livre dont vous êtes le héros. C'est un jeu Attends, t'es en train de dire là que à l'époque on jouait déjà tout seul éventuellement un jeu de rôle. Le solo gaming, oui. Et alors d'autant plus. Ça existe depuis tout le temps en fait. Alors attention, parce qu'on pourrait nous rétorquer, oui, mais le livre dont vous êtes le héros, c'est pas du solo gaming. Mais attention, celui-ci a une particularité tout à fait intéressante, c'est qu'on y joue un groupe de joueurs, tout seul. Voilà. Vous voyez, ils sont là. 4 personnages. Et alors, là où c'est curieux, c'est que les éditions Descartes, à ma connaissance, ont tout traduit, sauf ça. Ce supplément n'a jamais été traduit, je n'ai jamais su pourquoi. Alors qu'ils avaient traduit Alone Against the Wendigo, seul contre le Wendigo. Exactement, avec une illustration très moche. Voilà. Mais celui-ci, intéressant d'ailleurs. Voilà, qui se passe dans un milieu de glace, n'a pas été traduit. Mais je crois que les Espagnols l'ont traduit parce que j'avais dans ma bibliothèque il y a longtemps un module espagnol qui s'appelait Solo contra la obscuridad, ce qui est la traduction seul contre l'obscurité de Alone Against the Dark. Alors eux, ils l'ont traduit, mais pas nous. Voilà, donc si jamais certains parmi ceux qui nous regardent savent pourquoi, qu'ils nous le disent. Peut-être que je ne sais pas pourquoi Descartes Éditions ne l'a jamais traduit, et il le mériterait, et d'autant plus que je peux vous le, je vous fais, ce n'est pas un spoiler sur le scénario, mais regardez, ça se passe en Antarctique, comme les montagnes d'Halluciné, vous voyez. Il y a la carte du continent antarctique, donc c'est quelque chose qui, à mon avis, aurait eu, je pense, du succès. C'est Chaosium, hein, c'est bien entendu un produit officiel, c'est pas du tout un éditeur tiers, comme on dit aujourd'hui. De toute façon, les éditeurs tiers, ils les traduisaient, puisque Theater of the Mind a été traduit en français. Mais voilà, c'est une petite curiosité. Et les Japonais aussi ont fait des suppléments originaux pour l'appel de Cthulhu, et même d'ailleurs en 5e édition, ou ce qu'on a appelé la 5.5, parce qu'après il y a eu des petites, il y avait eu Cthulhu Japan, un supplément, alors américain, hein, mais qui rendait hommage, je pense, à la civilisation japonaise, et bien sûr à l'engouement au grand succès que ce jeu rencontre au Japon. Alors moi voilà. J'aimerais qu'on parle de 2 éléments, enfin que tu parles toi surtout, Romain. Donc premier élément, c'est une compétence très particulière et propre à l'appel de Cthulhu, c'est trouver objet caché. TOC, TOC. Et un autre élément peut-être le plus important et qu'on a pu trouver après dans d'autres jeux de rôle, qui était peut-être pas encore dans Donjons et Dragons, ou peut-être qu'il n'a jamais été, c'est la gestion de la peur, la santé mentale. La SAN. Alors effectivement, SAN en anglais c'est sanity, en français santé mentale, donc c'est la même abréviation. Je commence par la compétence, là, trouver objet caché. C'est devenu emblématique. C'est devenu une sorte de mème de langage avant même qu'on sache ce que c'est qu'un mème.
C'était même Fais-moi un jet de toc. voilà, c'était même un site, hein, les anciens le connaîtront, le jet de toc. 0-1. Alors là, 0-1. ah, Tu peux témoigner, Romain. voilà. Oui, c'est un vrai 0-1. Bravo. Réussite critique. C'est ce qu'on appelle un empalement. Tu as empalé l'objet avec tes yeux. Je sais pas du tout peur. Tu lis, me fais pas peur. Voilà. Et ce qui est rigolo, c'est que ça prouve encore une fois la prégnance de la langue française et de la production française, c'est que en anglais, c'est beaucoup plus prosaïque, il n'y a pas d'abréviation, c'est spot hidden. Mais en fait, voilà, c'est une compétence comme les autres. Mais c'est devenu un emblème en français parce que ça avait été traduit. D'ailleurs, c'est une traduction un peu, ça fait un peu traduction Google, hein, sans vouloir être méchant, mais génial. C'est juste traduit littéralement, spot hidden, trouver objet caché, et c'est devenu l'emblème du jeu. En fait, je crois que la traduction, pour moi, hein, me rappelle les mots de commande qu'il y avait dans certains jeux d'aventure, style Day of the Tentacle, ou là aussi les fans de rétro gaming ou ceux qui ont connu cette époque le savent, il fallait entrer ou cliquer sur des mots-clés d'ordre qui étaient des verbes à l'imparfait. Ramasser objet, voilà. Et donc je pense, arme. voilà. Et ça me permet, c'est un petit détail qu'on avait dit tout à l'heure, donc avant de revenir sur la santé mentale, de rappeler ou d'apprendre, qui sait, que Sandy Peterson est un game designer de jeux vidéo et pas n'importe lesquels. C'est que après l'appel de Cthulhu, alors là on parle de quelque chose de culte et même qui a marqué l'histoire du jeu vidéo, l'histoire du jeu. Il est quand même level designer pour Doom 2, pour Quake, pour Age of Empires 1 et Age of Empires 2. Donc il a travaillé pour ID Software et il a même, alors non seulement il était level designer, surtout sur Doom 2 d'ailleurs, hein, je crois qu'il a fait presque une vingtaine de niveaux. Et sur Quake, et un petit peu aussi sur Doom, il a apporté son, sa culture jeu vidéo, ouais. Sa culture et surtout sa touche Cthulhu, puisque par exemple dans Quake, il y a quand même un boss qui s'appelle Shub-Niggurath. Il a donc c'est un game designer de jeux vidéo, il faut le savoir, et qui a toujours aimé donc les histoires de monstres, de fantômes, puisqu'il a aussi contribué au jeu de rôle Ghostbusters, dont on parlera peut-être. Et voilà. C'est un Mormon d'ailleurs. Et quand on lui oppose sa religion, oui, quand on lui oppose sa religion et tout, il répond toujours, vous savez, que ce soit à l'appel de Cthulhu ou dans mes convictions personnelles. On se bat contre des trucs démoniaques, donc c'est pareil. Voilà. Donc il a eu cette remarque amusée quand on lui demandait si ça n'entrait pas en contradiction avec ses croyances. C'est un petit détail. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour. Hein. Si vous le suivez sur Twitter, par exemple, vous verrez avec ses bretelles. Voilà, c'est quelqu'un d'assez plaisant, Sandy Peterson. Mais Romain, revenons sur la compétence. Alors, trouver objet caché. Voilà, trouver objet caché. Alors, c'est assez logique comme compétence puisqu'on joue des investigateurs, donc ils sont amenés à enquêter, à trouver des sollicités dans le jeu. Bah justement, c'est pas là le vice. On n'a pas envie de faire des jets toutes les 5 minutes en cours d'une partie. Je crois. Alors, pendant longtemps, ça a été un petit peu le problème de l'appel de Cthulhu, je pense. Alors peut-être qu'après, ça vient plus de la pratique ou de l'application, mais oui, multiplication des jets. Et qu'on le veuille ou non, la variance sur des dessins est assez grande. Et même si vous avez 80%, vous pouvez faire 81 plus et rater. Et petit à petit, dans les éditions qui ont suivi, de plus en plus, et ça je l'avais je crois déjà évoqué quand on avait parlé de RuneQuest, ils en sont arrivés à avoir un peu les limites, à mon sens. Là aussi, il ne faut pas y voir un jugement de valeur, ce n'est que mon avis. Mais les limites du système qui font que finalement, dans les éditions, les plus récentes, ils préconisent de faire de moins en moins de jets et de considérer qu'à partir d'un certain score de compétences, c'est pas la peine de faire le jet, ce qui est tout à fait logique, pourquoi pas, c'est plus narratif. C'est-à-dire qu'en gros, si tu as 60% dans la compétence archéologie, tu vas pas faire un jet toutes les 5 minutes pour savoir si tel bas-relief il est, je sais pas moi, du 10e ou du 15e siècle, parce que avec 60%, tu le sais, tu peux l'identifier, donc tu vas pas faire un jet et prendre le risque considérable et non négligeable de rater ton jet et de passer pour quelque chose qui n'arriverait pas dans la vraie vie.
Ils expliquent que 60% dans une compétence, c'est l'équivalent de quelqu'un qui a un doctorat. Quelqu'un qui a un doctorat, il sait dater à vue un objet archéologique. Et bien, voilà. Alors, petit à petit, le système est arrivé à se nier lui-même. Et je trouve même, puisqu'on est là un peu dans la critique négative, qui aime bien châtie bien, dans l'édition la plus récente, la 7e édition, je trouve qu'ils sont entrés dans des circonvolutions inutiles, notamment pour les règles de combat qui obéissent à un organigramme qui n'est pas du tout intuitif à mon avis, ou les règles de poursuite par exemple. Je crois qu'ils ont voulu s'éloigner du flou des origines de ce petit fascicule, il y a du flou dedans, et parvenir à une sorte de volonté de simulation, mais qui finalement n'a pas vraiment sa place dans un jeu qui n'est pas là justement pour figurer ou mettre en jeu des situations d'action comme on peut les trouver dans des jeux spécifiquement prévus pour le combat comme DD, ou disons avec 95% des règles de DD, c'est du combat. Hein. Donc le jeu, je pense, voilà, a souffert un peu de cela. Ça a été quand même un peu amélioré, mais j'y reviendrai après avoir commenté, répondu à ta question sur la SAN. Alors la SAN, voilà, la santé Alors, la SAN, mentale. on peut dire que c'est les points de vie de l'esprit, Point de vue de l'esprit, oui. la volonté, de la santé mentale, Voilà. etc. Mais aussi le reflet de ta connaissance, parce que c'est une règle qui n'a jamais été abandonnée depuis les années 80. Vous avez une compétence qui est une compétence un peu maudite, c'est la compétence du mythe de Cthulhu. Plus vous en savez, et plus votre santé mentale maximale va diminuer. Hein. La règle, c'est que Il y a une dualité. Hein, voilà, le maximum de santé mentale que vous pouvez avoir, c'est 99 moins votre score en mythe de Cthulhu. Donc si tu as 15, tu ne pourras jamais avoir plus de 84. Et de toute façon, les joueurs, les maîtres de jeu, enfin, tout le monde qui a joué à l'appel de Cthulhu sait bien que un tel score fait partie de l'utopie et du rêve, peut-être à la création d'un personnage, mais ça baisse tellement vite. Donc tu veux dire que je suis maître d'un culte, je connais beaucoup de choses sur Cthulhu, je manipule des sorts, mais du coup ça veut dire que je suis un peu comme dans la vraie vie, c'est ça en fait. Il y a un petit problème là derrière, c'est que si on veut raisonner en termes simulationnistes et scientifiques, leur présentation de ce qu'est la folie ou la maladie mentale et leur système, il est un peu trop schématique ou caricatural. Et puis il y a ce problème, comme tu viens de le dire. Effectivement, si je suis, par exemple, voilà, je suis l'investigateur, c'est-à-dire je lutte contre les forces du mythe, mais je vais devoir en savoir beaucoup. Je vais lire des livres interdits, je vais étudier des artefacts maudits. Ma connaissance du mythe va augmenter. Et je vais devenir de plus en plus instable, fou, avec des phobies, je vais devenir paranoïaque, schizophrène, ce que tu veux. Homéopathie, non. Pour combattre le mal. Voilà. Et donc, dans cet état, en principe, je vais finir dans une chambre d'asile, d'aliénés. Voilà, c'est le terme qu'on utilise à l'époque du jeu. Et le problème, c'est que si je suis un méchant, c'est pareil, mais je suis parfaitement viable et ça ne se voit pas. Il y a comme un petit problème. Effectivement, dans beaucoup de scénarios classiques, je parle notamment des premiers, des années 80-90, la plupart du temps, c'est écrit un peu comme des aventures de James Bond. Tu as le grand méchant. Alors c'est pas là le chef du spectre, c'est pas le chiffre, c'est pas Blofeld, le chef du spectre. Ça va être un tel ou un tel à la tête d'une organisation, jeu de mots tentaculaire. Qui veut dominer le monde, précipiter la fin des temps, je ne sais quoi. Et les joueurs vont souvent le rencontrer, comme tel James Bond qui rencontre très souvent le méchant, même parfois dans les premières minutes de ses films. Sauf que là, on a affaire donc à quelqu'un qui est complètement fou, vous pouvez lui donner à peu près tout ce que vous voulez, psychopathe, sociopathe, enfin les psychopathes sont pas des fous techniquement, mais sociopathe, dégénéré, tout ce que vous voulez, la plupart sont des meurtriers de masse, cannibales, enfin c'est horrible, ils ont à peu près tout ce que vous pouvez imaginer d'horrible, mais quand vous les rencontrez, évidemment, ça ne se voit pas. Ce sont souvent des notables très établis dans la société et tout. Alors pourquoi pas? Mais du côté des joueurs, c'est l'inverse. Si vous faites comme eux, ça va mal se passer. Alors vous allez me dire, après c'est une question d'interprétation. Bien entendu qu'on peut considérer que quand on adhère totalement
au mythe de Cthulhu, on peut parvenir à se contrôler suffisamment pour donner le change dans la société, mais c'est vrai que ces règles de santé mentale ne sont pas peut-être les plus subtiles, mais on est bien obligé. Enfin, après, il y a un artifice quand même. Au bout d'un moment, on est quand même dans un univers imaginaire et il faut accepter des choses qui peut-être ne pourraient pas exister dans la réalité, ou disons pas sur la longueur, ou seraient très facilement décelables. Voilà. Au bout d'un moment, il faut accepter la suspension de la crédulité, hein, comme on dit. Hein. Il faut accepter que c'est un jeu, que ce sont des univers imaginaires et qu'on a schématisé la santé mentale. Parce qu'évidemment, s'il y a, ne serait-ce que parmi les personnes qui nous regardent, des gens qui sont confrontés à la réalité de la maladie mentale, ils savent très bien que ce qui est décrit dans l'appel de Cthulhu, notamment celui des origines, c'est de ce point de vue, attention, c'est pas du tout une critique, c'est objectif, c'est n'importe quoi. Ça n'a rien à voir. C'est une fiction. Hein. Voilà. Là, c'est vraiment de la fiction. C'est un peu comme le principe des points de vie dans certains jeux de rôle où le personnage se prend 14 coups, il est toujours fringant. En fin de compte, c'est plutôt sa fatigue. En fin de compte, après, il y a plein d'interprétations. Tout à fait. Où en fin de compte, c'est pas des points de vie qui descendent, c'est le personnage qui se fatigue au fur et à mesure. Et en fin de compte, quand il arrive à la fin, il est fatal. Exactement. Je me rappelle d'une caricature qui était parue dans les années 80 où on voyait un guerrier ou un barbare de DD se faire taper dessus avec une hache à deux mains à de multiples reprises et il rigolait en disant un peu comme dans le film des Monty Python, it's just a scratch. Voilà. Donc alors Romain, on arrive à la fin de cette émission, hein, c'est passionnant. Pour terminer donc cette édition, en France, ça a toujours bien marché Cthulhu. Les règles dans le monde se sont vendues à des centaines de milliers d'exemplaires. Il faut préciser qu'en 2015, en France, record battu pour le jeu de rôle avec un financement participatif, donc éditeur sans détour, ça a rapporté 403 000 euros. Que dire d'autre pour terminer, Romain? Alors, deux choses. D'abord que, encore une fois, la France garde ce rapport très particulier avec l'appel de Cthulhu parce que nous avons un illustrateur français qui travaille chez Chaosium, Loïc Musy, qui travaillait auparavant chez Sans Détour et qui maintenant est illustrateur pour l'appel de Cthulhu ou RuneQuest d'ailleurs, puisque la série les Gods of Gloranta qui a été annoncée, une série de 10 livres, il a fait des illustrations, avec d'ailleurs Agathe Pitié également illustratrice française. Donc Chaosium et la France, c'est une histoire quand même de proximité. Ensuite, que dire que le jeu il n'a jamais été aussi florissant. L'édition n'a jamais d'ailleurs été aussi belle chez Chaosium, parce que alors là, ils ont beaucoup appris du passé, et maintenant leur ligne éditoriale, c'est des beaux bouquins, faut quand même le dire. Hein. C'est pas ce que c'était à une époque. Le jeu est donc florissant, les productions sont constantes, la qualité demeure, mais il ne faut pas hésiter à aller voir aussi à côté ce qui en est sorti. Je pense notamment à Delta Green, le jeu de John Tynes et Dennis Detwiller, qui est un chef-d'œuvre absolu, qui existe dans une version, je dirais, avec un système de jeu un peu indépendant, mais très largement dérivé, qui est la deuxième édition de Delta Green, qui a été traduit à l'époque par Descartes puis par Sans Détour, mais maintenant qui est malheureusement toujours pas traduite, et qui continue à ce jour. Et Lovecraft, eh bien, c'est Lovecraft, l'appel de Cthulhu, c'est maintenant quelque chose qui fait partie de ce qu'on appelle communément la pop culture. Je crois que c'est devenu un des plus grands monuments de l'histoire du jeu de rôle, du jeu tout court. Hein. Je vous conseille d'ailleurs la lecture de cet ouvrage. Tiens donc, voilà, auquel tu as participé. Oui, ma contribution est modeste. J'ai écrit un petit article dans cet ouvrage. C'est un ouvrage collectif aux éditions Inis, les mythes de Lovecraft, qui non seulement, alors moi je me suis occupé de la partie littéraire en fait, pas de la partie ludique, de la partie littéraire sur Lovecraft, mais vous y trouverez un très large dossier sur l'histoire du jeu de rôle et des jeux en général, vidéo, jeux de plateau comme Horror à Arkham, hein, bien sûr, qui existe aussi sous forme de jeux de cartes coopératifs aujourd'hui. Voilà, c'est un monument et nous n'avons probablement pas fini de vous en parler parce que évidemment
On a dit beaucoup de choses, mais on n'a fait qu'aborder de façon succincte l'immense production du jeu de rôle, l'Appel de Cthulhu, sous toutes ses formes, chez tous les éditeurs et autres dérivés, Cthulhu Tech, là, le jeu avec les mechas géants, par exemple, tout cela, enfin, voilà. Bref, on aura l'occasion peut-être d'en reparler. Ouais. Alors Romain, on va voir si comment tu as inspiré, si tes dires ont inspiré Stéphane. Alors Stéphane, premier dessin, tu as fait plusieurs dessins, c'est magnifique. Bien. Dire que l'Appel de Cthulhu, c'est comme un monument, donc ça inspire. Même je suis pas un joueur particulièrement fanatique de ce titre, mais bon bah. Alors qu'est-ce que tu as voulu exprimer là c'est cette histoire, comme j'y ai joué quelques fois, effectivement, cette histoire de santé mentale qui plane un peu, la menace qui place au niveau des joueurs est constante. Là j'ai voulu faire un petit peu, c'est carrément le maître du jeu qui fait un petit final, allez hop, tout le monde devient dingue, tout le monde perd la santé mentale. Et en fin de compte, le maître du jeu, c'était Cthulhu himself. Salaud. Okay. Ou un de ses sbires, ou un de ses rejetons. Donc là, test de santé mentale direct, à moins 80. Là, ça a été je pense. C'est la fin de l'histoire. Un des 10 / indécent, comme on écrit pour les pires pertes dans le jeu de rôle. Alors, deuxième dessin, Steph. Là, c'était la confrontation entre les deux géants du jeu de rôle, les deux incontournables. Ceux qu'on rencontre à chaque fois qu'on discute jeu de rôle avec des joueurs ou avec des passionnés, c'est Donjons et Dragons et Cthulhu avec qui bien sûr. C'est vrai que cette image un petit peu, ça m'a été inspiré un petit peu parce que vous disiez justement que c'était vraiment les deux géants, mais effectivement j'ai toujours un petit peu cette image en tête de ces deux représentations des jeux qui se font un bras de fer pour savoir qui va gagner la place. Exactement, mais c'était le cas. Hein. On peut imaginer qu'il y avait des clans. Hein. Et là, celui-là, oui. Vampire, Cthulhu, Donjons et Dragons, et puis l'autre. Et là, celui-là, il est en vertical. Pardon. Bon, là, c'est un petit clin d'œil à vous. Là, il faut écouter ce que disent Romain et Farid, c'est très profond. Il y en a même un là. Voilà. Et c'est un profond. Il me ressemble un peu, hein. C'est pas moi, là? Écoute, je t'ai pas bien regardé sur le côté, mais bon, on va voir la prochaine fois si tu m'as pas inspiré. Ok. Voilà. Bon, merci Stéphane. Merci Stéphane. Merci Romain. Merci Farid. Fin du 17e épisode, donc vous avez deviné, c'était l'Appel de Cthulhu, Call of Cthulhu. On se retrouve très vite pour un autre épisode. Restez en ligne et puis on vous dit à bientôt. Au revoir. Ciao les gars. Cthulhu. Au revoir.